Passation de service ce matin au ministère de l'Intérieur. Au passage, une présentation des cadres de ce ministère aux nouveaux locataires. Elles étaient nombreuses ce matin, plusieurs organisations féminines ont monté au créneau et ce pour dénoncer la violation faite de la loi sur le quota relativement à la formation du tout nouveau gouvernement. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'entame de cette édition, un communiqué de presse qui à l'instant vient de nous parvenir. C'est un communiqué du SUPRA. Le SUPRA, c'est le syndicat unique du personnel des ressources animales. Le communiqué de presse est ainsi libellé. Le bureau exécutif national du syndicat unique du personnel des ressources animales Ben Supra, réuni en session ordinaire du mardi 12 avril 2016 et après examen de la composition du nouveau gouvernement de la 7e République rendu public le lundi 11 avril 2016, fait l'appréciation suivante sur la création des ministères de l'agriculture et de l'élevage. Considérant l'importance de l'élevage dans l'économie nationale, 11% du PIB, 25% dans le revenu des ménages, 62% des recettes d'exportation des produits du secteur rural et 21% de l'ensemble des produits d'exportation. Considérant que l'élevage occupe plus de 87% de la population active, considérant aussi les différentes réflexions menées par les acteurs ayant abouti à l'élaboration participative, inclusive et interactive de la stratégie de développement durable de l'élevage SDDEL 2013-2035, considérant la fragilité du sous-secteur élevage dans ce contexte de résilience permanente des populations rurales due aux effets du changement climatique, considérant les effets amorcés en tant que département ministériel à part entière. Enfin, considérant les résolutions de la conférence des ministres en charge de l'élevage de l'Union africaine tenue à Entebbe, en Ouganda, du 10 au 12 mai 2010, exigeant à chaque État de créer un département ministériel spécifique chargé de l'élevage afin que le secteur s'affirme en se dotant des moyens d'une véritable offensive. Au vu de tout ce qui précède, le Ben Supra 1 dénonce l'annexion du ministère de l'élevage. 2. Exige du président de la République la réhabilitation du département ministériel à part entière en charge de l'élevage. Fait à Niamey le 12 avril 2016, signé par le secrétaire général du bureau exécutif national du SUPRA, M. Alain Adika. C'était là un communiqué de presse du SUPRA. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres de la cérémonie de passation de service, mais aussi de présentation des cadres au ministère de l'Intérieur. Elle aura, cette cérémonie, permis aux sortants de faire un au revoir et aux rentrants de s'imprégner des réalités et attentes de son nouveau ministère dont il aura désormais la charge. On fait le point dans ce compte-rendu de la rédaction. Entretien entre locataires sortants et rentrants au ministère de l'Intérieur. Suivi d'une cérémonie de présentation des cadres de ce ministère, l'activité rentre dans le cadre de la passation de service. Au sortant, ses collaborateurs n'ont pas tari d'éloges. Après un peu plus de 2 ans, avec vos valeurs intrinsèques hors du commun, vous avez dirigé avec tact, brio et à la satisfaction de tous le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Nous qui sommes plus proches de vous, nous connaissons combien vos nuits sont blanches, vos journées plus que continues, ainsi que les privations que la gestion de ce département vous a imposées. Tout cela afin d'assurer à nos braves populations la paix et la quiétude nécessaires au libre exercice de leurs activités. Ému et dans une émotion à peine contenue, ce dernier témoigne toute sa reconnaissance et sa gratitude. Je voudrais ici témoigner de ma satisfaction du travail que vous avez fourni, de votre loyauté, de la compétence dont vous avez fait montre pendant ces 2 années et demie, pendant lesquelles nous avons travaillé sans relâche pour assurer d'abord une bonne administration de ce pays. Quant au nouveau, ce sont des vœux de succès à lui adressés. Homme de grande expérience et surtout de connaissances profondes de dossiers,
comme en témoigne la qualité de vos prestations à chacune de vos interventions. Nous avons la ferme conviction que vous dirigeriez dans la continuité avec efficience et efficacité l'administration de notre département ministériel. Ensuite, échange d'amabilité et de reconnaissance mutuelle des qualités et valeurs intrinsèques de l'un et de l'autre. Les questions qu'il aura à gérer ici, il les connaît. Il a été ministre des Affaires étrangères et à ce titre, il a participé de manière constante au Conseil national de sécurité. Donc il n'est pas étranger aux problèmes qu'il aura à gérer ici. Il est à jour, totalement à jour sur les questions, les menaces que nous vivons et sur les politiques qui ont été mises en œuvre et sur les perspectives telles que nous les avons dégagées et qui sont et qu'il aura à mettre en œuvre. Je sais ce que l'opinion pense de lui, ce que les gens qui soutiennent en particulier ce régime pensent de lui. Je voudrais donc lui rendre hommage pour la qualité remarquable du travail qu'il a entrepris à la tête de ce ministère et pour le grand service qu'il a par conséquent rendu à notre pays. Cette passation de service au ministère de l'Intérieur intervient 2 ans et demi après. Un passage qu'aura marqué Hassoumi Massaoudou, désormais nommé à la tête du ministère de la Défense nationale. Un bel héritage que promet de préserver et de renforcer le tout nouveau premier des flics nigériens, à la personne de Bazoum Mohamed. Au même moment, ouverture ce matin d'un atelier de formation et d'échange sur le contrôle de la qualité de l'enseignement. C'est un programme des projets d'appui de l'amélioration de la gouvernance scolaire dans le 4e arrondissement communal de Niamey. L'atelier est organisé par SOS Civisme en collaboration avec OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. On fait le point avec nos reporters Nasser Dantefo et Halidou Bourema. Cet atelier de formation et d'échange qui regroupe les acteurs de l'éducation de l'arrondissement communal Niamey 4 est axé sur l'amélioration et le contrôle de la qualité de l'enseignement et le suivi des enseignants. C'est une thématique capitale pour l'enseignement au Niger, mais nous allons l'aborder sous l'angle contrôle de la qualité dans cette session pour mieux cerner les critères objectifs d'analyse, les normes de référence et l'évaluation à la matière. Dans le document officiel du Niger, le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSEF 2013-2020, qui comprend 3 composantes, dont le renforcement de la gouvernance, des capacités de gestion et de pilotage des systèmes, on dit. Les CGDS seront renforcés pour jouer un rôle central dans la gestion de l'école. Il est attendu qu'ils jouent progressivement un rôle central dans la gestion décentralisée des ressources financières et humaines, dans l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la réduction des disparités. Une initiative saluée par les autorités du 4e arrondissement. L'objectif général de cet atelier est d'informer les CGDS sur le contrôle et la qualité de l'enseignement et le suivi des enseignants. L'objectif spécifique est de munir chaque membre du bureau des CGDS des outils pertinents pour contrôler la qualité de l'enseignement. Évaluation simple et pratique. Doter les outils nécessaires à l'évaluation de la qualité de l'enseignement. Doter chaque membre du bureau des CGDS les outils pertinents pour suivre les enseignements. Ainsi, comme on le voit, ce thème est d'une importance certaine pour les CGDS. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à être assidus et actifs au cours de ces échanges qui seront animés par un formateur de très grande qualité. Le 4e arrondissement a déjà bénéficié des ateliers de formation sur les missions et compétences, les techniques de communication et de plaidoyer, toujours par le concours de l'ONG SOS Civisme Niger avec son partenaire OSIWA à travers le projet Appui à l'amélioration de la gouvernance scolaire.
Cela dit, plusieurs organisations de la société civile nigérienne étaient réunies au sein du collectif Résistance citoyenne, étaient aussi en conclave cet après-midi à l'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Une déclaration a d'ailleurs sanctionné la rencontre, laquelle déclaration nous est résumée ici par Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Ces hommes et femmes membres des organisations de la société civile se retrouvent par la présente rencontre pour se pencher sur la situation sociopolitique du pays consécutive aux dernières élections organisées au Niger. Le 20 mars 2016, tel qu'il a été découvert par le monde entier, n'est que l'aboutissement logique des tortuosités implantées dans l'organisation des élections. La loi électorale a pourtant balisé la voie à suivre pour l'organisation d'élections libres, crédibles, justes, transparentes et apaisées. C'était ça la volonté du peuple nigérien, c'est-à-dire décider librement et dans la paix de qui doit présider aux destinées de notre cher pays. C'est pour faire droit à cette démocratie et attendre du peuple nigérien et donner des grandes ailes à la démocratie, à l'instar de celle du Bénin et du Cap-Vert, que la société civile a siégé au sein de la CENI avec la ferme détermination d'apporter une contribution de qualité à la réalisation de ces nobles objectifs. Une situation qui constitue une menace grave pour la démocratie du pays selon le collectif Résistance citoyenne ayant conduit à la démission le représentant de la société civile Michael Zodi de la CENI. La démocratie nigérienne est avant tout notre bébé. Nous ne pouvons accepter après tant de sacrifices consentis pour l'avoir vu naître et tant de luttes menées, parfois au péril de notre liberté et de notre vie, qu'elle soit mise sous coupe réglée et qu'elle devienne la chose de quelques individus prêts à tout pour conserver le pouvoir et abusant de la démission et de l'irresponsabilité notoire de l'opposition politique, pourtant institution constitutionnelle de contre-pouvoir pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. C'est pourquoi, au regard de tout ce qui précède, le collectif Résistance citoyenne, 1. décide de se battre contre la dictature en marche dans notre pays pour restaurer la démocratie et l'état de droit au Niger. 2. Appelle tous les démocrates et républicains sincères, prêts à défendre la République en danger, la démocratie et l'état de droit en péril, à se joindre à notre combat républicain afin que notre pays, le Niger, renoue avec sa tradition de démocratie. Enfin, le collectif Résistance citoyenne lance un vibrant appel à tous les Nigériens, à tous les citoyens nigériens attachés aux valeurs démocratiques chèrement acquises de haute lutte, de sortir massivement pour prendre part à la marche citoyenne pour la restauration de la démocratie qu'il organise le dimanche 24 avril 2016 sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, le collectif Résistance citoyenne est plus que jamais déterminé à défendre la démocratie nigérienne contre vents et marées pour le bonheur de son peuple. Pendant ce temps, ce sont plusieurs organisations féminines du Niger qui, elles, fustigent la violation des dispositions de la loi sur le quota dans la formation du tout nouveau gouvernement, dans lequel 8 femmes figurent sur les 40 ministres que constitue ce gouvernement. Ces structures féminines, tout bord confondus, ont d'ailleurs rendu public ce matin une déclaration qui nous est résumée ici par Hariata Salah. 40 ministres, c'est la taille du premier gouvernement du deuxième mandat du président de la République, Issoufou Mahamadou. Parmi ces ministres, 8 femmes, un nombre qui n'a pas respecté les dispositions de la loi sur le quota du 7 juin 2000 qui stipule que lors de la nomination des membres du gouvernement et de la promotion des emplois supérieurs de l'État, la proportion des personnes de l'un ou de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 25%. Réaction des associations féminines du Niger. Face à cette grave entorse aux lois de la République, le président se doit de réparer dans les meilleurs délais cette discrimination en reconsidérant les termes de son décret pour respecter l'engagement pris devant la nation nigérienne. Nous, femmes nigériennes, de toutes les sensibilités confondues, réunies ce jour 13 avril 2016 en Assemblée générale extraordinaire à la Congafen, sommes indignés et frustrés par le non-respect du quota par les autorités de la 7e République et les partis politiques de leur ensemble. C'est pourquoi ces associations féminines du Niger interpellons le président de la République, garant du respect de la Constitution, les autorités de la 7e République et toute la classe politique à se conformer
et à mettre strictement en œuvre la loi sur le quota et de respecter aussi les droits de la femme. Nous demandons aux institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Conseil d'État, la Commission nationale des droits humains, de veiller au respect de tous les textes fondamentaux relatifs aux questions des droits des femmes. Victimes d'injustice, estiment-elles, les associations féminines du Niger se réservent le droit de saisir les juridictions compétentes en la matière aux fins de faire respecter la loi. Oui, des associations féminines qui, mordicus, y tiennent au respect de la loi sur le quota. Restons toujours avec les femmes, mais cette fois-ci, ces dernières expriment leur attente auprès du président de la République réélu, mais aussi du gouvernement qui vient d'être mis en place. On les écoute. Aujourd'hui, quand vous faites un peu le tour du Niger, les importantes préoccupations, c'est les ressources aussi bien financières qu'alimentaires pour les femmes. On dit souvent autonomisation de la femme, mais c'est qu'il faut d'abord continuer à développer l'éducation. Aujourd'hui, sans que l'enseignement ne prenne vraiment son envol au Niger, il est difficile que nous puissions parler d'une certaine promotion de la femme. Aussi bien la femme urbaine que la femme rurale. Parce que même dans les villages, ce sont les jeunes filles qui doivent pouvoir être éduquées et qui doivent pouvoir participer à la construction de leur pays. Or, les mamans, du fait d'être sous le joug des multiples tâches ménagères, ne les laissent pas aller à l'école. Ce sont ces filles-là qui sont les petites vendeuses, ce sont ces filles-là qui vont puiser de l'eau au puits, ce sont ces filles-là qui vont travailler dans les champs. Et donc, les mères ne peuvent pas laisser leurs filles au détriment de leur propre santé et de leurs activités. Donc, je pense que tous les ministères en charge de l'enseignement doivent vraiment se mettre comme principal objectif celui de mobiliser les filles afin qu'elles aillent à l'école, celui d'alléger les tâches domestiques des femmes. L'amélioration des conditions de vie des femmes nigériennes rentre dans le cadre de l'amélioration globale des conditions de vie des Nigériens. C'est cet engagement que le président de la République a pris. Et le président de la République est conscient aussi de l'état de lieu, de la situation, de la paupérisation dans laquelle se trouve la population du Niger en général, et particulièrement des femmes. C'est vrai, des efforts ont été faits, il faut le reconnaître. Il a fait des efforts, mais ça ne veut pas dire que la population du Niger en général et les femmes sont sorties de l'état de pauvreté dans lequel elles végètent en majorité. Et aujourd'hui, la première voie pour permettre de changer la situation des femmes, c'est d'abord le respect du quota. Premièrement, vous savez, la majorité des femmes nigériennes, en tout cas, elles sont plus dans le commerce, l'agriculture et autres. Donc, nous avons besoin, en tout cas, de l'autonomisation des femmes. Cette autonomisation des femmes qu'on a toujours prônée, donc nous voulons que ça soit réel, concret, palpable. La deuxième attente, il faut que les partis politiques d'abord, parce que tout est parti de là, les partis politiques, il faut qu'ils acceptent que les femmes nigériennes, n'est-ce pas, que nous sommes arrivés au point où nous sommes en tout cas capables de nous aligner avec nos hommes pour qu'on puisse travailler ensemble pour le développement de ces pays. Passons à toute autre chose dans cette édition avec une nouvelle grève de 10 jours déclenchée ce mercredi par les médecins spécialistes qui exigent toujours la prise en compte de leurs revendications, notamment la reconnaissance de leur spécialisation. On fait le point avec Nafissa Zakou. C'est parti pour une nouvelle grève de 10 jours sur l'ensemble du pays. Les médecins spécialistes ne se lassent pas dans leur lutte. Ils resserrent leurs ceintures et appuient l'accélérateur dans le souci d'atteindre leurs objectifs, la prise en charge de leurs revendications. Ça fait maintenant presque 2 ans que nous avons demandé de régler l'injustice dont sont victimes les médecins spécialistes. Injustice pourquoi? Parce que vous le savez, tout agent de l'État qui part se former, pendant 1 an, il revient,
ils bénéficient d'un reclassement. Les médecins, vous partez, vous faites 4 ans, 5 ans, sinon même plus, vous revenez, aucun avantage par rapport à ça. Et ça, jusqu'au niveau du gouvernement, tout le monde était d'accord que c'est anormal, c'est anormal. Et on dit non, il faut arranger ça, il faut arranger. Mais jamais l'acte pour l'arranger n'a été pris. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, nous sommes à la case de départ et c'est ce qui justifie les grèves perlées que les médecins spécialistes sont en train de vivre. Le syndicat des médecins spécialistes ne cesse d'interpeller les autorités. On a posé notre problème, on l'a posé mathématiquement, c'est clair. Est-ce que oui ou non, nous sommes victimes d'injustice? Eh bien, c'est clair, c'est vrai, on est victime de l'injustice. Donc, il faut la réparer. Si vous la réparez, vous verrez si ces personnes-là vont continuer à demander quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit. L'appel que nous demandons, que la nouvelle équipe fasse preuve plus d'objectivité. J'ai l'habitude de gérer des hommes. La plupart du temps, j'ai compris, il suffit simplement de les respecter pour s'entendre avec eux. J'ai l'intention de les respecter, j'ai l'intention de les écouter et je respecte le corps de la santé. Je sais que c'est un travail qui n'est pas n'importe quel travail parce que c'est la vie des citoyens qui est dans la main de ces agents-là. Peut-être cette fois-ci l'appel sera entendu. Le nouveau ministre de la Santé publique en est conscient. Les revendications des médecins spécialistes sont fondées. Leurs revendications sont très simples. C'est très simple. Nous avons fait des études supplémentaires, nous avons acquis des spécialités, nous sommes revenus et nous sommes payés au même niveau que nos collègues qui n'ont pas passé ces formations-là. C'est normal a priori de demander un supplément de traitement. Je n'ai aucune position a priori, j'ai dit nous allons discuter avec eux et je vais prendre mes instructions au niveau du chef du gouvernement ou au gouvernement d'une façon générale. Les conséquences des grèves des médecins spécialistes sont multiples et multiformes sur la santé des patients. Il est grand temps pour les nouvelles autorités de s'asseoir sur la même table avec cette catégorie des médecins pour trouver une nouvelle solution définitive aux revendications du SMES. Eh oui, Nafissa, une grève de ces médecins spécialistes à laquelle va devoir faire face le tout nouveau ministre de la Santé, M. Kalla Moutari. Cela dit, les travailleurs nigériens de la société de raffinerie de Zender Soraz ont entamé une grève de 3 jours à partir de ce mercredi. Un arrêt de travail pour exiger le statut des travailleurs, la nigérisation de la Soraz, l'amélioration aussi des conditions de transport des travailleurs de Zender à la Soraz. Précision avec M. Sissi Kausen, il est délégué des travailleurs que nous avons joint au téléphone. À travers ce statut, donc, il y a une grille qui est annexée. D'après le conseil, normalement, c'est à l'administration de mettre tout en œuvre pour que ce statut soit appliqué, y compris la grille qui l'accompagne. Mais ces Chinois, ils nous disent que non, ils ne peuvent pas mettre ça en application, il faut qu'ils retournent ça au conseil. Donc on les a posé la question de savoir, mais un statut qui vient d'un conseil, ça ne fait même pas 3 mois. Pour l'appliquer, il faut le retenir au conseil. C'est quel genre de réflexion ou bien de prétexte que vous cherchez pour ne pas appliquer ce dernier. Donc c'est sur ça que vraiment on a décidé de poursuivre notre préavis. Donc la grève a débuté ce matin, Inch'Allah, pour 72 heures. Oui, c'est vous, pourquoi ce blocage, M. Sissi? Nous, en tout cas, à notre entraînement, c'est une mauvaise foi de nos camarades chinois. Et quelles pourraient être les conséquences de cet arrêt de travail, M. Sissi, sur le site de production? Mais les conséquences sont vraiment énormes parce que si vous prenez au niveau de la production, tant qu'il n'y a pas assez de sorties au niveau des tanks, une fois que les tanks sont pleins, on est obligé d'arrêter la production. Et là, nous sommes en train de nous acheminer vers ce scénario parce que normalement, pour une journée de travail, normalement, on a 80 à 100 citernes qui doivent charger. Mais avec cette grève-là, je vous assure qu'ils ne feront même pas une vingtaine avec le service minimum. Donc, vous voyez, 3 jours, si vous faites 3 fois 100, ça fait 300. Que vous faites moins 20 fois 3, ça fait 60. Donc, lorsque vous enlevez 60 citernes dans 300, vous voyez les conséquences. Donc, les tanks seront pleins et ils seront obligés d'arrêter la production. Donc, en plus de ces problèmes, aujourd'hui, quel est le problème encore sur le site là-bas au niveau de la Soraz? Quel est le problème concrètement que les travailleurs vivent là-bas? Le problème que nous vivons, vraiment, nous ne nous sentons pas en tant que travailleurs.
là où un travail n'a pas son mot à dire, c'est-à-dire on peut te licencier quand on veut, tu n'as pas de carrière. En 5 ans, personne n'a eu une prime d'ancienneté. Vous voyez, il n'y a pas de prime de carrière. Dans le protocole d'accord, ils ont dit qu'ils vont former les Nigériens. Alors qu'ils amènent des Chinois qui n'ont aucune expérience. Et c'est toujours dans les frais de la SORAS qu'on les forme. Ça n'a pas de sens. Écoutez, on n'a aucun avantage à la SORAS. On n'a même pas un quart de litre de carburant. On n'a rien comme avantage. Même le gaz. Aujourd'hui, si les tanks sont pleins, les tanks de gaz de GPL, au lieu de donner ça au travail, ils préfèrent brûler ça en l'air. Est-ce qu'il y a une tentative de négociation maintenant entre vous et vos responsables? Mais on a essayé de négocier avant-hier le lundi en présence de l'inspecteur. Je vous assure, ils ne sont pas prêts. Ils nous disent que non, que ce soit l'application des statuts et l'augmentation et la grille, il faut que ça retourne au conseil d'administration. Alors que le conseil a déjà adopté ça. Sissé Kausen, délégué du personnel de la SORAS à Zender, joint au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. Puisque nous sommes à Zender, restons-y, mais sur tout autre registre, Zender, où l'actualité reste aussi dominée par la formation du tout nouveau gouvernement de 38 initialement. Cette taille du nouveau gouvernement passe désormais à 40, un gouvernement dont la composition ne cesse de susciter les commentaires, occasion pour certains acteurs de la société civile de la région de Zender de se prononcer sur la taille de ce gouvernement. Suivez plutôt. Il y a le temps qu'on a mis avant de publier le gouvernement, mais surtout le nombre pléthorique. Il faut malgré tout prendre son courage en main et réduire. Si il faut faire des ministères, on peut faire jusqu'à 100. Surtout si la logique consiste à remercier des partenaires ou des alliés. Mais il faut avoir le courage de réduire. Nous avons appris qu'il y a un gouvernement où il y a 18 membres ou 20 membres, ainsi de suite. Donc il faut avoir le courage de restreindre pour demander, leur donner des feuilles de route et leur donner avec des exigences précises. Il y a un gouvernement où il y a une personne qui cumule 4 ministères. Ce n'est pas multiplier le nombre de portefeuilles ministériels qui importe, c'est de concrétiser les promesses électorales faites par le candidat Mohamed Issoufou et surtout éviter que ce soit une sorte de foire d'empoigne comme on l'a vu dernièrement avec Barré, où les gens sont nommés juste pour se faire un peu d'argent. Si c'est le cas, vraiment, ce serait un recul terrible pour le Niger. Notre constat, dans un premier temps, c'est de dire que c'est un gouvernement budgétivore, un gouvernement pléthorique, en ce sens que si on essaie de le comparer à d'autres gouvernements tel que celui de la France, il est composé de 16 ministères pour une population de 66 millions, celui de la Chine 36 ministères pour une population d'1,357 milliard. En Allemagne, nous avons 8 ministères pour une population de 80 millions 62 000 habitants, et juste à côté au Nigeria vous avez 19 ministères pour une population de 173,6 millions d'habitants. C'est dire que on a vraiment pressenti que c'est déjà un gouvernement qui sera composé de plus d'une quarantaine de ministères, et voilà, en tout cas le Star nous a donné raison en ce sens que c'est un gouvernement de partage et tout le monde aura sa part de gâteau. Ça veut dire que les gens ne sont pas là pour faire développer ce pays. Nous pensons que vraiment c'est de la gabegie, c'est vraiment un gouvernement pléthorique, puisque nous avons constaté qu'il y a même des ministères qui en réalité ne devraient même pas se présenter, mais quand même pour essayer de faire le partage du gâteau. En tout cas, certains ont été vraiment, ils se sont vus octroyer certains ministères, l'un de l'autre. Et nous pensons que ce n'est pas la pléthore du gouvernement qu'il faut voir, ce que ces gens ou ces personnalités qui ont été nommées, il faut qu'elles soient vraiment à la hauteur. Retour à Niamey, où je vous redonne la lecture de ce communiqué de presse du syndicat unique
du personnel des ressources animales Supras. Le communiqué de presse est ainsi libellé. Le bureau exécutif national du syndicat unique du personnel des ressources animales Ben Supra, réuni en session ordinaire du mardi 12 avril 2016 et après examen de la composition du nouveau gouvernement de la 7e République rendu public le lundi 11 avril 2016, fait l'appréciation suivante sur la création d'un ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Considérant l'importance de l'élevage dans l'économie nationale à 11% du PIB, 25% dans le revenu des ménages, 62% des recettes d'exportation des produits du secteur rural et 21% de l'ensemble des produits d'exportation. Considérant que l'élevage occupe plus de 87% de la population active, considérant les différentes réflexions menées par les acteurs ayant abouti à l'élaboration participative, inclusive et interactive de la stratégie de développement durable de l'élevage SDDEL 2013-2035, considérant la fragilité du sous-secteur élevage dans ce contexte de résilience permanente des populations rurales dues aux effets du changement climatique, considérant les efforts déjà amorcés en tant que département ministériel à part entière, considérant les résolutions de la conférence des ministres en charge de l'élevage de l'Union africaine tenue à Entebbe, Ouganda, du 10 au 12 mai 2010, exigeant à chaque État de créer un département ministériel spécifique chargé de l'élevage afin que le secteur s'affirme en se dotant des moyens d'une véritable offensive. Au vu de tout ce qui précède le Ben Supra, 1. Dénonce l'annexion du ministère de l'élevage. 2. Exige du président de la République la réhabilitation du département ministériel à part entière en charge de l'élevage. Fait à Niamey le 12 avril 2016, le bureau exécutif national du Supra, à travers le secrétaire général Alain Adika. C'était là un communiqué de presse du Ben Supra. C'est sur ce communiqué que s'achève cette édition. D'avoir su bien nous accompagner. Merci. Restez en compagnie de nos programmes, la télévision Labari, avec la même passion de vous servir. Très bonne soirée. Au revoir.